Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle conférence, la 9e des Échos d'Archéo. Merci aux organisateurs de nous permettre de présenter le Mont d'Or, ses antiquités, dans son magnifique paysage. On va donc voyager jusque dans le Sancy. Je vous emmène donc à la montagne pour une petite cure thermale. Vous verrez, l'ambiance de l'Antiquité est un petit peu différente de ce que vous connaissez du Mont d'Or d'aujourd'hui. La ville est beaucoup plus petite et la montagne est partout et les sources bouillonnent à flanc de colline. Vous avez sur ce joli tableau du 19e siècle une évocation romantique du paysage du Mont d'Or début 19e. Et vous avez un village qui commence à être un vrai petit bourg. Donc pendant l'Antiquité, c'était un petit peu plus petit, mais on a quand même un peu cette idée de village au creux de la montagne. Donc les sources sortent des fissures de la roche volcanique à flanc de colline. Et donc ces sources-là, elles sont chaudes et elles sont pleines de bienfaits. Et les Romains le savaient déjà bien avant nous. On dit souvent que les Romains sont très propres et qu'ils se baignaient beaucoup, et c'est vrai qu'on trouve des thermes un petit peu partout, aussi bien en ville qu'à la campagne. Alors il y a deux sortes de thermes, enfin il y en a même plus, il y a une multitude de manières de prendre les eaux. Les Romains utilisaient les eaux toutes simples, les eaux plus minérales, chaudes, froides, de plein de manières. Aussi bien dans leurs rituels plutôt religieux que effectivement pour les questions curatives plus médicales. Voilà, ils aiment beaucoup les eaux et ils s'en servent de multiples façons. Donc là, on va plutôt parler de ce qui est thermalisme, et donc ce qui est plutôt eau chaude. Comme son nom l'indique, le thermalisme, c'est les eaux chaudes. Donc il y a deux grandes sortes. Il y a le thermalisme hygiénique que vous trouvez souvent dans les villes ou dans les grandes villas, qui est effectivement un lieu de bien-être, d'hygiène, de sport, et surtout de sociabilisation. C'est vraiment un lieu où ça fait partie de la vie quotidienne d'aller discuter au terme, d'aller échanger là-bas. Le thermalisme curatif est un peu différent. Déjà, si on dit qu'il est curatif, c'est qu'il utilise une eau spécifique, c'est une eau minérale qui est naturellement chaude ou pas. En tout cas, il y a une notion de médecine là derrière. Mais en tout cas, dans tous les cas, que ce soit du thermalisme plutôt hygiénique ou plutôt curatif, tout ça est très codifié et on passe d'espaces froids à des espaces chauds, que ce soit des bains ou que ce soit des salles chaudes ou froides. En fait, l'objectif du thermalisme, c'est de confronter le corps à des températures différentes pour évacuer les humeurs, entre guillemets. C'est la manière d'exprimer ces choses-là. En tout cas, dans le thermalisme curatif, on va aussi aller plus loin parce que dans un certain nombre de sites, on trouve des ex-voto. Donc il y a une dimension religieuse aussi qui vient se mêler à toute cette manière de prendre les eaux. Ce que vous connaissez sans doute des termes classiques, c'est-à-dire les salles, les piscines froides, les piscines tièdes, les piscines chaudes. Donc les piscines froides, ce sont les frigidariums. Vous avez les tépidariums qui sont plutôt tièdes, plutôt des salles de soins, de repos. Et les caldariums qui sont plutôt vraiment la partie chaude. Mais il y a aussi des salles d'étuves, de vapeur. Et ça, on retrouve en partie dans le thermalisme curatif. Par contre, ce qu'on va trouver en plus dans le thermalisme curatif, ce sont des petits dispositifs pour rester dans l'eau plus longtemps, notamment des gradins dans le fond des piscines qui sont assez systématiques dans ces termes-là. Ça permet de rester dans l'eau, alors pas trop longtemps parce que Pline nous explique que c'est dangereux d'y rester trop longtemps, mais suffisamment de temps. Alors ça, je ne sais pas combien de temps il restait dans les bains, mais en tout cas, il pouvait s'asseoir soit pour avoir de l'eau jusqu'à la taille, soit pour avoir de l'eau jusqu'au cou. Et ça, c'est vraiment une signature archéologique quand on trouve des piscines avec des gradins à l'intérieur. Le thermalisme curatif, ça peut aussi être de la boisson, on peut boire l'eau. Alors au Mont d'Or, on n'a pas d'attestation de consommation de cette eau. En revanche, à Chamalières ou à Vichy, dans la région, on a des découvertes de gobelets en assez grande quantité qui peuvent permettre de penser que l'eau était consommée sur place. Et donc ensuite, je vous parlais tout à l'heure des ex-voto, et ça c'est aussi un signe en général de lien au religieux, de lien à la médecine, de souhait de guérison. Donc on peut offrir des offrandes, alors on le fait au quotidien, pendant l'Antiquité on offre des offrandes pour tout le temps,
notamment quand on a besoin d'une guérison, quand on va faire une cure ou prendre les os pour se soigner. Donc ce sont les trois types de vestiges qui peuvent être un petit peu plus spécifiques pour les termes curatifs, dont on va parler un petit peu plus. Alors dans le Massif central, vous devez sans doute le savoir, les eaux thermales ont été beaucoup exploitées au XIXe siècle. Il y a eu une grande mode du thermalisme et elles sont toujours largement exploitées. Dans l'Auvergne-Rhône-Alpes, je crois qu'il y a 27 stations thermales actuellement. Donc les sources sont connues de longue date, disons qu'il y a une vraie matière que les Romains ont effectivement exploitée. Alors, toutes les stations thermales qui ont été construites au XIXe siècle, alors il y en a de très grandes, de très mondaines, comme effectivement Vichy, le Mont d'Or, la Bourboule, Chamalières. Il y en a de beaucoup plus modestes, très rurales en fait, dans la campagne, avec des petits établissements où on allait prendre les eaux dans des hôtels, dans des petits bâtiments. En tout cas, dans ce grand élan de thermalisme, la plupart des propriétaires d'établissements ont voulu montrer que leur lieu était ancien, qui était connu depuis toujours, et donc la plupart ont fait de la publicité en disant que leur source était romaine, qu'ils avaient trouvé des monnaies, qu'ils avaient trouvé des termes, qu'ils avaient trouvé des choses. Alors, il y a un petit groupe de personnes qui travaillent sur les questions de thermalisme actuellement dans la région, notamment sur les 3 grands sites, donc à Clermont-Ferrand, donc c'est Roya-Chamalières, à Vichy, c'est Vichy-QC, et puis au Mont d'Or, donc on a aussi notre petite équipe. On a repris chacun de manière monographique l'état des connaissances sur ces sites-là, puis on a regardé un petit peu aussi ce qui se passe dans les autres sites. Il y a une partie de publicité un peu mensongère au XIXe siècle qui, effectivement, les propriétaires voulaient tous avoir leur source romaine. En réalité, hormis les 3 grands pôles dont je vous parlais, les autres sites sont moins utilisés à l'époque romaine, voire pas du tout en fait. Donc on a écarté un certain nombre de sites de nos réflexions. Donc voilà quelques affiches du XIXe siècle pour vous montrer à quel point le thermalisme était à la mode. C'était effectivement de grandes stations balnéaires. Bon, on va pas s'étendre là-dessus, mais cet engouement-là, il a permis beaucoup de construction dans ces stations-là. Et au Mont d'Or notamment, c'est ce qui a permis la découverte des vestiges. Et pour le coup, ils sont très importants et très typiques du thermalisme curatif antique. Donc de toutes ces découvertes faites à l'occasion des travaux, malheureusement ce sont des fouilles anciennes et la documentation archéologique est assez lacunaire. Donc on a des vestiges qui sont souvent détruits, et donc leur réétude aujourd'hui n'est pas toujours très simple, mais on y arrive quand même, parce qu'au XIXe siècle, il y a un certain nombre de croquis, de descriptions, de publications assez détaillées, qui permettent quand même de reprendre l'étude aujourd'hui pour remettre ces vestiges-là dans la connaissance qu'on peut avoir aujourd'hui du thermalisme pour aller un petit peu plus loin dans les interprétations. Donc au Mont d'Or, par exemple, les vestiges étaient vraiment tangibles quand ils ont construit les magnifiques thermes que vous voyez sur la photo de gauche. Donc il y a eu plusieurs phases de construction des thermes, au 19e, je parle. La première grande construction, c'est entre 1817 et 1823. C'était la construction de Ledru, qui a permis donc de découvrir le plan de l'ensemble thermal antique avec son temple. Et les constructions successives des thermes 19e se sont beaucoup inspirées de l'Antiquité, parce que je pense que ça a frappé vraiment les esprits de découvrir tous ces vestiges en cours de travaux et tous ces éléments d'architecture sculptés, très très décorés. Donc je pense que ça a vraiment marqué les esprits. Donc la grande galerie que vous voyez à gauche, elle a été construite à la fin du 19e siècle par Camus, puis elle a été remaniée un petit peu dans les années 30, mais vous voyez, elle est très à l'antique, toute l'architecture, le décor, on a l'impression d'être dans des termes romains. En plus de ça, ils ont exposé bon nombre de vestiges qui ont été découverts à l'occasion des fouilles, comme sur la photo de droite, vous voyez qu'il y a des éléments lapidaires, il y a une grande colonne qui est derrière
une plante là, mais bon, on la voit bien quand même. Et puis au pied des baies, tout en haut, vous avez aussi un chapiteau de pilastres. Voilà, et il y a comme une sorte de petit musée dans les thermes du Mont d'Or, et ce qui a permis de conserver jusqu'à aujourd'hui ces trésors architecturaux. Alors il y avait aussi ces éléments lapidaires, ils ont été mis en valeur à la façon d'un musée dans les thermes, mais ils s'en sont aussi servis de manière plus pragmatique dans les constructions. On a dans les comptes de travaux, notamment de la construction a priori donc du bâtiment des vapeurs, ils ont utilisé une grande série de corniches romaines dans les élévations 19e. Et ce bâtiment a été détruit dans les années 70-75. Et c'est un habitant du Mont d'Or qui nous a rapporté le fait que la plupart des corniches que l'on trouve aujourd'hui dans les jardins, sur les ronds-points ou sur les petites places du Mont d'Or proviennent de la démolition de ce bâtiment-là. Et récemment, on a fait une prospection dans la rivière, dans la Dordogne, et on s'est rendu compte qu'une partie de l'enrochement de la Dordogne contient aussi des corniches romaines. Il y en avait un grand nombre et ils s'en sont servis de manière très pragmatique au départ dans le bâtiment des vapeurs et plus récemment pour enrocher la Dordogne. Donc ça nous donne des visions un peu inhabituelles avec des morceaux d'architecture romaine dans la rivière. Mais on arrive à une quinzaine d'éléments comme ça qui sont à étudier et qu'on est en train d'étudier pour compléter le corpus. Donc voilà, l'Antiquité est vraiment partout. En fait, les trois grandes stations thermales du territoire arverne, donc sur la carte vous avez le territoire des Arvernes pendant l'Antiquité avec ces espaces de circulation, toutes les voies, les agglomérations, voilà, vous avez un petit panorama complet du territoire. Et donc les 3 étoiles sont les grandes stations thermales, donc le Mont d'Or, Clermont, donc c'est Roya-Chamalières, et puis Vichy-Cussé. Donc ce sont les endroits où on trouve le plus de vestiges structurés, architecturaux et qui sont en cours d'étude. Au Mont d'Or, on a monté donc une petite équipe pluridisciplinaire pour reprendre l'étude de tout ça. Donc il y a aussi bien des archéologues, architectes, que spécialistes plutôt de la géologie, même voire complètement de la géologie, des archives, des historiens de l'art. Voilà, on essaie d'avoir un panorama un peu complet des spécialités. Et en plus de notre programme, il y a un autre programme parallèle mais complètement lié qui est vraiment sur la partie voie d'accès au Mont d'Or, entre Clermont-Ferrand et le Mont d'Or. Parce que vous verrez, le site est assez éloigné des centres urbains, un petit peu comme aujourd'hui, mais donc il fallait de bonnes voies carrossables pour accéder au site. En fait, on a trois principaux axes dans notre recherche. On reprend toute la documentation ancienne, puisque comme les fouilles datent du 19e siècle, les fouilles datent donc entre 1817 et 1823. Les premières. Ensuite, il y a eu d'autres séries dans les années 1840-1850. Enfin, il y a eu des agrandissements successifs des thermes qui ont donné lieu à des découvertes. En revanche, il n'y a pas souvent de plan des structures découvertes. Donc, les archives les plus importantes pour nous sont entre 1817 et 1823. Donc, on reprend tout ça pour avoir une nouvelle lecture des vestiges. À la fois du plan, des coupes, parce que vous verrez, il y a aussi des relevés de coupes. Et puis il y a aussi plein de dessins, d'ambiance en fait, de gravures, avec les ruines disposées de manière assez romantique. Donc ça nous permet de retrouver les éléments lapidaires. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus accès à ces vestiges, ils sont sous les thermes actuels, donc ils sont probablement détruits par les constructions successives du 19e siècle. Donc on travaille d'après des sources. On utilise tout ça pour faire un bon inventaire de tous les éléments d'architecture romaine qui se trouvent au Mont d'Or. Donc on en a dans les thermes, on en a dans les jardins, et on en a donc dans la Dordogne également. Tous ces éléments-là sont inventoriés, photographiés, et on en tire même des photogrammétries, c'est-à-dire qu'avec une multitude de photos de chacun des objets, on arrive avec un algorithme, l'ordinateur recrée en fait un nuage de points en 3 dimensions de chacun des objets, ce qui permet d'avoir une image virtuelle de tous les blocs,
et ensuite pouvoir recomposer un puzzle à la fin de notre étude. Vous allez voir, il y a un certain nombre d'ensembles de blocs qui ont été remontés, mais ils ne sont pas toujours remontés dans l'ordre. Donc on les démonte virtuellement, parce qu'on ne va pas les démonter physiquement, pour pouvoir les remonter un peu plus dans l'ordre d'après ce qu'on comprend des restitutions possibles. Donc ça, c'est notre partie vraiment analyse architecturale. On travaille aussi sur le geste du sculpteur, c'est-à-dire que tous ces blocs ont des traces de taille, de retaille, des traces techniques. En plus, il n'y a pas que de l'architecture, il y a aussi de la sculpture. Vous verrez, il y a un beau corpus de statuaires. Et donc on a avec nous Yves Cognier qui est sculpteur et aussi archéologue qui nous apporte sa connaissance pratique du matériau et de la manière de le travailler. Et ensuite on a un troisième axe qui est aussi important, c'est vraiment l'économie du chantier, c'est pour essayer de retrouver d'où provient cette matière première, comment ce chantier a été mis en œuvre, c'est vraiment la partie pratique mise en œuvre du chantier. Donc on cherche notamment les carrières romaines et on cherche à comprendre toute la chaîne opératoire qui a permis à l'époque romaine de construire cet ensemble thermal. Donc voilà un peu de photos d'ambiance. Pour arriver à notre inventaire, pour arriver à faire des photogrammétries de chacun des blocs, il faut les manipuler tous pour arriver à documenter chacune des faces. Alors certains sont un petit peu enterrés, d'autres difficiles d'accès, donc on a parfois besoin d'élévateurs pour aller dans les hauteurs, notamment dans le bâtiment des thermes actuels qui nous accueille très chaleureusement à chaque fois. Et donc on a pu aller avec un élévateur documenter les parties hautes des blocs, les parties inaccessibles habituellement. Donc on devrait avoir un corpus très, très complet et complètement documenté. On fait aussi des carottes, là, tout en haut à gauche de l'image. Bertrand est en train de faire une carotte, c'est-à-dire un prélèvement dans la roche, de manière à comparer cette roche-là, ce bloc romain, avec les roches qui sont à l'état naturel, les affleurements naturels. L'objectif est de retrouver le lieu d'extraction, la carrière qui a permis de construire tout ça. Alors c'est un peu compliqué parce que les roches volcaniques sont, par définition, sont des matières très mélangées, et au sein d'une même coulée volcanique, il peut y avoir des différences quand même assez notables. Mais donc on a Pierre Boivin avec nous qui est géologue et qui connaît très très bien tout ça, qui nous aiguille pour essayer d'être le plus pragmatique possible. Et donc on fait aussi des prélèvements sur les affleurements rocheux, donc ça c'est plutôt en bas à droite. Et vous avez aussi Yves Cognier qui, avec le petit marteau de géologue, regarde si la pierre est bonne, s'il en ferait quelque chose en tant que sculpteur ou pas. Voilà, c'est vraiment le croisement entre les sciences dures, le savoir-faire, et puis toute la partie logistique qui nous permet de documenter concrètement le corpus. Et nous essayons de faire tout cela sous l'œil du photographe ou du caméraman qui documente au fur et à mesure notre travail. Ces éléments d'architecture, on ne les a pas découverts seulement au XIXe siècle, parce que dès le XVIIe siècle, on a des dessins de ces blocs, notamment les plus travaillés, les plus sculptés. Donc là, vous avez des tronçons de colonnes historiées à droite, avec un décor de petits amours, des putti. Ce sont des colonnes qui ont un décor très très chargé. On en reparlera, mais c'est assez typique. C'est assez typique de la seconde moitié du second siècle. Et vous avez à gauche un dessin qui est très précieux, qui représente le bain de César, qui est en fait le captage antique des sources, et donc avec un état du XVIIe siècle, a priori en grande partie antique. On est en train de retravailler tout ça. Au XVIIIe siècle, il y a encore d'autres dessins. En fait, le Mont d'Or est un lieu où les voyageurs vont volontiers. On voit dans les récits de voyage que c'est un lieu très romantique au creux de la montagne, avec des ruines, ça plaît beaucoup. Et donc il y a pas mal de dessins en fait de ces blocs, soit des vues de paysage avec les blocs, soit des dessins plus scientifiques, plus archéologiques comme ceux que je vous montre là. On a une littérature qui est assez abondante. La Ruelle de Beauménil par exemple, il a dessiné des monuments antiques dans toute la France, et donc il est passé aussi au Mont d'Or. Alors ces dessins-là ne sont pas toujours très scientifiques, hein, c'est vraiment
parfois ils sont un petit peu interprétés. Donc bon, c'est pas là-dessus qu'on va fonder nos descriptions, mais c'est quand même utile pour l'histoire de la recherche. Donc vous avez à gauche le plan qui a été relevé donc, par Le Dru à la suite de ses fouilles entre 1817 et 1823. Vous avez un ensemble thermal qui est en longueur là avec 3 piscines. Vous avez sur la droite le captage de la source, donc c'est le bain de César. Il y avait un deuxième captage ici qu'on va détailler aussi. Et à gauche, vous avez un temple et une cour à portique, une cour bordée de portiques qui relie les deux monuments. Donc ça, c'est l'état des découvertes. À droite, vous avez une de ces vues romantiques, on est vers 1830. Vous avez l'établissement thermal à l'arrière-plan et devant des blocs antiques disposés un petit peu pêle-mêle et qui sont... C'est cet état-là un petit peu de ruine qui attire beaucoup les voyageurs. Et les curistes sans doute, mais le côté romantique de la ruine plaît beaucoup à cette époque-là. Ensuite, le site est à nouveau étudié en 1926 par Marie Durand-Lefebvre qui produit la première analyse architecturale de l'ensemble des vestiges lapidaires. Donc c'est une étape très importante. En réalité, c'est la seule étude architecturale. Depuis, il n'y en avait pas eu. Donc on prend le relais de l'étude de 1926 en réalité. Parce que les publications qui ont eu lieu ensuite, c'était plutôt des publications générales, thématiques sur le thermalisme, mais pas sur le site en lui-même avec une analyse architecturale. Donc depuis 1926, les connaissances ont un peu évolué, d'autant qu'on a renouvelé aussi le corpus de blocs, ce qui permet d'avoir vraiment une nouvelle lecture de l'ensemble. Donc la restitution que vous voyez ici, elle va pas mal évoluer à la suite de nos travaux. En 2006, nous avons eu le grand plaisir et en même temps la grande angoisse de trouver dans les décombres d'un hôtel qui venait d'être démoli une série de blocs antiques sculptés. Donc ça, c'était en fait l'élément déclencheur pour notre petite équipe. C'est là qu'on a commencé à rouvrir le dossier. Donc l'hôtel Métropole qui était situé juste au sud des Thermes. C'était un grand hôtel, un hôtel thermal. Il était construit avec les premiers bétons en fait. Donc il avait plein de moulures presque un petit peu à l'antique, mais c'était du béton. Par contre, au milieu des décombres, il y avait des moulures qui n'étaient pas en béton, qui étaient bien en trachyte et qui étaient des moulures antiques avec des décors que vous voyez là. Donc ça a été vraiment le début de notre travail. On a commencé par reprendre le plan de 1817, sauf qu'il n'était pas localisé. Donc on a essayé de le superposer avec le cadastre actuel pour savoir où se trouvaient, dans quel contexte se trouvaient les vestiges qu'on venait de découvrir. Donc en fait nos vestiges sont ici. On est vraiment au sud de ce qui a été fouillé au XIXe siècle, dans une partie où il n'y a pas de plan. Alors il est probable que des fouilles aient déjà eu lieu dans ce secteur-là, mais on n'a pas de documentation. En revanche, ce qu'on sait, c'est que le corpus lapidaire qui est conservé actuellement dans les thermes conserve une partie de frises avec des monstres marins comme... En fait, c'est la même chose que ce que vous avez ici et qu'on a trouvé en 2006. Donc on a un ensemble cohérent qui a été trouvé à une centaine d'années d'écart, au moins, peut-être un peu plus, mais a priori dans le même secteur. Donc voilà pour l'historique un petit peu des recherches. Donc vous voyez, ces vestiges sont complètement donc, sous les thermes, et c'est aussi ce qui est fabuleux sur ce site-là, c'est que c'est un peu un site fantôme, c'est un site qui a disparu. Et donc on le refait vivre grâce aux archives du 19e siècle. Aujourd'hui, quand on voit toute l'archéologie préventive qu'on fait partout, c'est presque rassurant de se dire que finalement, quand on documente bien un site, eh ben on peut le réétudier peut-être 100 ans plus tard pour remettre à jour les connaissances et remettre les comparaisons à jour et aller plus loin dans la compréhension du fonctionnement, de l'économie du chantier, des gestes... Et tout ça grâce à la documentation. Donc c'est important parce qu'évidemment quand on fouille, on détruit. Et là on en a vraiment la preuve.
au 19e siècle, ils ont fouillé un site complètement extraordinaire, avec une conservation complètement dingue. Vous avez la coupe en bas qui vous montre les maçonneries dans la pente, avec donc tout à fait à droite, c'est le captage de source. Vous avez ici un deuxième captage, ici c'est la piscine avec ses gradins. Et là, vous avez l'espace un peu vide qui est la cour, bordée de portiques, mais là, la coupe passe pas sur les portiques. Et puis là, vous avez le temple, qui est finalement en contrebas, mais sur un podium, parce qu'on a des marches pour monter, et puis on a un système de soutènement, en fait. Ça aussi, on va en reparler. Donc, ils ont fouillé ce site complètement extraordinaire, et qui nous fait toujours rêver aujourd'hui complètement, sauf qu'il est détruit, on n'y a plus accès du tout. Donc, on le recrée à partir de toutes les descriptions. Alors on espère qu'aujourd'hui les descriptions sont encore plus abondantes que ce qui était au 19e siècle, parce que quand même on a perdu des éléments. Mais voilà, c'est aussi une belle leçon de se dire qu'on peut... quand on travaille aujourd'hui, on travaille vraiment pour les générations futures. C'est possible de reprendre un site comme ça, peut-être 100 ans après. Donc vous voyez sur le plan, l'établissement thermal qui est à droite, il est vraiment lié au temple qui est à gauche. Et vous avez entre deux un espace donc de cours. Le fait que le temple soit vraiment lié à l'espace thermal, ça c'est vraiment significatif des termes de cure ou des termes en tout cas curatifs. Le religieux est important pour la guérison et il est important pour... là il est lié, quoi. Le religieux est lié au terme. Physiquement ça se voit, il n'y a pas de doute. Même si on n'a pas trouvé d'ex-voto sur place, il n'y a aucun doute, le plan est très clair pour ça. Après, on a une série d'autres éléments plus mobiliers qui viennent étayer un peu plus le fait religieux dans cet ensemble-là. Alors, on va quand même écarter ce buste-là, qui était considéré comme un vieux romain emphysémateux par un certain nombre d'auteurs du 19e siècle. Bon, c'est un buste romain sans aucun doute. En revanche, est-il emphysémateux, c'est un peu plus délicat. On va le garder comme élément décoratif, peut-être offrande aussi, peut-être que c'est quelqu'un qui a été un généreux donateur. On n'est pas à l'abri aussi qu'il y a un mausolée pas très loin de l'ensemble thermal et que ce soit la statue du défunt. Voilà, pour l'instant tout ça est en cours de réflexion, mais a priori c'est pas une divinité, c'est pas lié au temple. En revanche, on a quelque chose qui est lié aux religieux assez directement. Alors peut-être que c'était pas dans le temple directement, ça on ne sait pas non plus, mais on a un autel avec une inscription en bas. Donc c'est la même pierre, hein, vous voyez, simplement c'est 3 faces différentes. Et ici sur la partie basse, vous avez une inscription où il y est marqué que Julia Severa a offert à Siana, a accompli son vœu de son plein gré, avec plaisir. Bon, voilà. C'est une offrande à la déesse Siana, qui est sans doute une nymphe, une déesse des eaux. Donc cette pièce-là est conservée au musée Bargoin à Clermont-Ferrand. Donc c'est la seule inscription qu'on a au Mont d'Or, et elle est dédiée à une déesse des eaux. Alors la pièce est un peu mutilée, il devait y avoir quelque chose là sur la face antérieure qui n'est plus. On a d'autres éléments de statuaire qui sont également conservés au musée Bargoin, qui font penser à un groupe statuaire. Donc on a donc un portrait masculin, un aigle qui fait penser à Jupiter, on a une patte de cheval qui fait penser à une statue équestre, on a une épaule à droite qui fait penser à l'épaule du cavalier. Il est possible que cet ensemble-là soit un cavalier à languipède, qui est une des manières de représenter Jupiter, et qui est assez fréquente en Gaule, et y compris dans les contextes plutôt thermaux. Donc voilà, il est possible que cet ensemble-là ait fonctionné ensemble. Alors de là à dire que le temple est dédié à Jupiter, on n'y est pas encore tout à fait, mais il est possible que Jupiter soit quand même dans les parages. Ce temple, qu'en sait-on du point de vue de l'architecture? Alors sur les dessins du 19e siècle, sur les ruines romantiques, on a un certain nombre de blocs qui sont reconnaissables et que l'on retrouve aujourd'hui. On a notamment des bases de podium qu'on va voir juste après, et on voit sur la coupe qu'il y a des structures de soutènement, notamment ici. Le mur est un peu large, il est élargi, il a un petit ressaut ici qui permet de contenir les forces.
Et puis on voit qu'ici on a sans doute le niveau de circulation. Donc tout ça devait être rempli et ça devait être des structures de fondation en fait. Sur le plan, on voit qu'il y a des marches ici qui permettent d'accéder à un niveau un petit peu supérieur. Alors ça, évidemment, on aimerait bien les avoir aujourd'hui, mais on ne les a plus, donc on doit croire sur parole la personne qui a fait le relevé. Mais ça fonctionne quand même plutôt bien. Effectivement, dans le corpus lapidaire, on a ce genre de blocs-là, qui sont actuellement dans les jardins en face du casino. Ce sont des blocs qui ne sont pas très impressionnants quand on les voit, hormis par leur grosseur. Ils ne sont pas décorés, ils sont assez sobres, voire un peu bruts. Mais en fait, il y a quand même une partie en bas qui est une base, et puis la partie plane ici, il y a un petit décroché, donc c'est sans doute un pilastre qui devait permettre d'avoir des éléments un petit peu de rythme sur la base du podium. Donc le podium, en fait, c'est une sorte de surélévation, c'est un soutènement du temple. Ça permettait d'avoir une sorte de grosse marche, en fait, pour mettre un petit peu plus en valeur le sanctuaire. Et vous voyez sur la face supérieure de ce bloc-là, il y a des traces là ici qui sont des cavités, ce sont des trous pour des agrafes. Ce sont les blocs romains, souvent étaient agrafés entre eux. Donc là, on a la face avant qui est de ce côté, qui est celle-là. Et donc le bloc était agrafé vers un autre bloc derrière. Et ça, c'était un trou de louve qui est un peu curieux parce qu'il a été réutilisé, ou alors c'est peut-être pas tout à fait une louve. Mais ça permettait en tout cas de soulever le bloc. On a sinon pour ce temple des éléments de colonne. Alors à droite c'est une seule colonne, mais vue sous 4 faces. En fait c'est celle-ci qui est actuellement présentée dans les thermes et qui y était déjà au 19e siècle. Alors elle a été remontée pas tout à fait dans l'ordre, donc nous on l'a numérisée pour la démonter et on la remontera virtuellement correctement à la fin de l'étude. Ces colonnes-là, elles devaient aller plutôt par ici, devant, à l'entrée en fait, du temple. Ce sont des colonnes qui sont avec un décor très chargé, de feuilles imbriquées sur les 2 tiers supérieurs et le tiers inférieur qui est historié, donc c'est-à-dire que vous avez des petits panneaux avec des sculptures en bas-relief qui représentent des petits amours, des petits poutis. Ils sont un peu malicieux, ils jouent, ils portent des petits objets, il y a aussi des boucliers, il y a des petits oiseaux, il y a toute une petite vie là dans ces panneaux décorés. Donc tout ce décor foisonnant là, d'ailleurs il est aussi foisonnant dans les chapiteaux parce que vous avez aussi des personnages dans les chapiteaux, dans les feuilles d'acanthe du chapiteau. Ce décor là extrêmement chargé, il est assez caractéristique de la seconde moitié du second siècle. On en retrouve en Aquitaine dans d'autres endroits et on en retrouve à Néry-les-Bains aussi notamment. Du temple, on connaît encore d'autres choses. Cet énorme support, c'est un support composite qui en fait n'est autre qu'une porte, c'est un pied droit de porte, qui devait se trouver ici. En fait, on est à la jonction entre le portique là que vous avez ici, qui est une colonnade, et l'accès vraiment au temple. On est juste en haut de la marche d'escalier qui permettait d'arriver dans le petit espace vraiment d'entrée. Là, c'est un espace qui est encore accessible public. En revanche, ici, c'est l'espace vraiment privatif des divinités, mais ici, les gens pouvaient venir. Donc ça, ce sont nos photogrammétries. Comme ça, on voit le bloc sous toutes ses faces, parce qu'actuellement, il est un petit peu coincé dans les termes. On peut pas facilement tourner autour, puis on le comprend pas bien, parce que les parties hautes sont pas bien accessibles. En fait, vous avez ici une colonne, là, qui, en fait, c'est cette colonne-là. Ça, c'est le début du portique, en fait. Ça, c'est comme si vous aviez ici, ça répond aux autres colonnes qui sont là. C'est le début de la colonnade. Et vous avez un arc, c'était vraiment un arc en plein cintre, et ça permettait d'avoir une porte. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça. On aura bientôt des numérisations en 3 dimensions avec des parties restituées pour mieux faire comprendre tout ça. Tout ça est en cours. Pour l'instant, on a fait l'acquisition des données, c'est-à-dire qu'on a numérisé les blocs, et il y a encore une partie de numérisation qui est en train de se faire là. Une fois qu'on aura fini tout ça, on va pouvoir remonter le puzzle. Il nous manque beaucoup de pièces au puzzle, mais on va faire ce qu'on peut pour que le puzzle soit compréhensible au moins pour le grand public et pour les chercheurs aussi, parce que c'est un site qui est quand même qui est pas courant du tout. D'autres éléments d'architecture qu'on peut replacer sur le plan, ce sont ce type de chapiteaux. Donc là aussi, comme tout à l'heure, c'en est un seul, mais vu sous toutes ses faces. C'est notre manière de représenter. On a des conventions graphiques pour représenter le corpus lapidaire. Parce qu'on en fait vraiment un catalogue complet pour mettre à disposition des chercheurs notre corpus. Donc voilà, on a l'impression qu'il y en a 4, mais en fait il n'y en a qu'un seul.
Et donc ces chapiteaux-là sont des chapiteaux toscans qui sont un ordre très simple et qu'on retrouve souvent dans les colonnades. Et donc voilà, il est très probable que le portique ici, la colonnade qui bordait la cour, ait été construite avec ce genre de chapiteaux. On en a plusieurs dans le corpus. Il y a toutes les chances pour que ce soit ça. Après, on a deux séries de corniches. Donc les corniches, c'est les éléments qui sont ici. Si je parle plutôt dans l'ordre, de bas en haut, on a d'abord une architrave, qui en fait est représentée ici. C'est une architrave à 3 faces, qui fait le lien en fait entre le haut des chapiteaux et la corniche. C'est le début de l'entablement. L'entablement, c'est tout ce qu'il y a au-dessus des colonnes, en gros. Donc il y a d'abord cette architrave. On a peu d'éléments d'architrave, mais on a quand même ce qu'il faut pour pouvoir restituer. Et ensuite, on a deux éléments de corniche. Ces deux-là, pour l'instant, on ne sait pas laquelle va avec le temple. Est-ce que ce sont des corniches qui sont rattachées avec plutôt les thermes? On a encore des discussions en cours. Est-ce qu'il y a une corniche qui était un ordre intérieur, une corniche qui était un ordre extérieur? C'est possible aussi. Après, le décor des colonnes est très très foisonnant. Il est un peu étonnant d'avoir des corniches sobres comme ça dessus, mais voilà, on est en train de faire toutes ces recherches-là. En tout cas, on a deux séries. Vous voyez qu'elles sont différentes parce que ici, il y a une série de denticules là, en partie basse, qu'il n'y a pas sur celle-ci. Et puis ici, les modillons sont très ourlés, alors que les autres sont un peu plus raides. Et puis là, les caissons sont en creux, alors que de l'autre côté, ils sont plutôt avec comme sorte de petites pyramides et parfois avec des petites gravures dessus. Voilà, donc les deux séries de corniches sont bien différentes. Si on continue de monter dans les étages, on a aussi des éléments du fronton, notamment des rampants. On a voilà, ce petit élément-là, on en a d'autres plus grands, on a notamment l'angle aussi. Et puis on a la partie sommitale, une sorte de clé de voûte tout en haut du fronton. Ça nous permet vraiment de restituer l'angle du fronton. Alors en espérant que ce soit bien le temple, parce que là vous voyez il y a des éléments de corniche, donc on sait ce fronton-là fonctionne avec cette corniche-là. Voilà. Donc tout ça est en cours, on est en train de faire les assemblages, les comparaisons. Il va nous falloir encore un petit peu de temps, patience, avant d'avoir les restitutions 3D, mais on y travaille, ça avance. Pour ce qui est du bâtiment thermal, enfin du grand bâtiment thermal, parce que finalement le temple il est assez petit, bien concis, on a pas mal d'éléments. Les thermes c'est plus compliqué, on a moins d'éléments architecturaux. Par contre on a un plan qui est quand même assez parlant. Et on a donc les archives, donc les sources, a priori il y en avait deux qui permettaient d'alimenter les piscines ici. Donc l'eau, elle sort entre 33 et 40 degrés, donc elle est déjà chaude, voire même je pense qu'elle devait la faire refroidir un petit peu. Ces sources-là, aujourd'hui il y en a 8 de captées, donc voilà, il y a une multitude de captages supplémentaires, mais à l'époque romaine, a priori il y en avait 2. A priori, parce que c'est vraiment selon l'état des connaissances et des descriptions de 1817. Ces termes, l'architecture, en fait, elle est adaptée selon les pratiques. Et les pratiques, comme je vous disais, elles sont très codifiées. On va du froid vers le chaud, puis du chaud vers le froid. En revanche, là, les piscines chaudes, elles sont très chaudes. Et il n'y avait pas beaucoup de piscines froides, mais peut-être que la 3e piscine au sud était un peu plus fraîche que la première. Je ne sais pas. En tout cas, vous avez sans doute une galerie d'accès par ici qui donnait accès donc aux 3 piscines. Les piscines, elles sont séparées par des murs qu'on voit sur la coupe ici, là, avec un passage en dessous. Donc c'est sans doute pour que l'eau circule d'une piscine à l'autre. Alors je ne sais pas où s'évacuer les trop-pleins. Ça malheureusement c'est des éléments qu'on n'a pas au 19e siècle, ils ont quand même fouillé un peu vite et il y a des choses qu'on a perdues. En tout cas il y avait des escaliers pour descendre dans les piscines, ça c'est sûr, et des gradins sur le bord pour pouvoir stationner dans l'eau. Vous voyez que cette piscine là, il y a des petites niches sur le bord, donc il devait y avoir des décors, des statues, peut-être des petites fontaines, bon, on va voir. Bon, la petite restitution là, c'est pas celle du Mont d'Or, hein, c'est juste pour avoir une petite image de l'ambiance dans les thermes, en sachant justement que ça, ce ne sont pas des thermes curatifs, parce que vous voyez, il n'y a pas de gradin sur le bord. A priori, c'est plutôt des thermes hygiéniques, a priori. Donc ce sont, peut-être une chose que j'ai pas dit aussi, c'est ce qu'on appelle des thermes en ligne, ces 3 là, mais bon, voilà, ça ce serait pour rentrer dans le détail. Donc il y a des piscines, mais il y a aussi des bains de vapeur, des pièces sèches qui sont chauffées
non pas avec de l'eau ce coup-ci, mais avec de l'hypocauste. Donc c'est le système de sol chauffé par l'air chaud qui arrive par en dessous. Et voilà, le système de petites pilettes qui surélèvent le sol pour chauffer l'espace. Il y avait sans doute 2 espaces comme ça. D'après les descriptions, il y a 2 secteurs avec de l'hypocauste. Selon les descriptions, certains décrivent une baignoire. Alors on a un peu de mal à la replacer, mais peut-être qu'elle est là, à moins qu'elle soit là. Bon, c'est encore un peu énigmatique. Voilà, on a encore des démêlages de relecture à faire. Dans les éléments de statuaire, on a sans doute des supports de vasque. Il y en a plusieurs. Ça, donc c'est un exemple d'Herculanum pour se rendre compte un peu à quoi ça ressemblait. Alors on n'a pas la vasque supérieure, on n'en a pas retrouvé. En revanche, on a des supports qui sont percés de part en part, et notamment celui-ci avec le trou carré là qui devait permettre de fixer l'arrivée d'eau en fait. Et on a aussi de la statuaire fontaine. Donc vous avez ici 2 exemples de lionnes fontaines. Les fontaines zoomorphes, c'est assez peu courant dans le monde romain, mais on en connaît. En revanche, ces fontaines zoomorphes-là, elles sont c'est un modèle un peu hybride entre la louve, la lionne, qui pour le coup est assez local. En revanche, on a la certitude que c'est bien des fontaines parce qu'il y a un percement qui passe de la bouche de la bête jusque entre ses pattes avant, en fait, avec un système de mise en pression de l'eau. Alors, ces éléments-là ont été trouvés dans le contexte thermal. Donc, s'agissait-il de fontaine ou de douche? Parce que on a les textes qui expliquent le thermalisme curatif pendant l'Antiquité mentionnent la présence de douches. Alors, on se pose la question, ces lionnes servaient-elles de douche ou est-ce que c'était simplement des fontaines? Ça, bon, je pense qu'on ne saura jamais. Mais voilà, la question est complètement ouverte. En tout cas, de ces lionnes fontaines, on en a retrouvé d'autres, en tout cas de fontaines zoomorphes, parce qu'il y a aussi un dauphin fontaine. Tout ce petit corpus-là fait l'objet d'une étude à part, mais évidemment liée au Mont d'Or, puisqu'il y a 2 exemplaires sur place. Les autres proviennent assez régulièrement de contextes plutôt domestiques, de grandes villas. Voilà, on a travaillé une petite évocation avec Catherine Simon là, qui permet de positionner ces petites lionnes plutôt au bord d'un bassin d'une grande villa. Mais effectivement, celles du Mont d'Or sont plutôt en contexte thermal. Donc il y a manifestement une production de statuaires zoomorphes dans le massif du Sancy parce que la roche est locale. Qui s'exporte un petit peu, mais pas très très loin, qui s'exporte dans le Massif central. Voilà, on en retrouve en Corrèze, Puy-de-Dôme, pas très très loin non plus. Voilà, mais c'est un vaste sujet aussi, on pourrait en parler. Ensuite, on a un autre ensemble, donc je vous ai parlé tout à l'heure des découvertes de 2006 qui nous ont permis de réouvrir le dossier. Si on met bout à bout les blocs qu'on a découverts en 2006 plus ceux qui avaient été découverts en 1843, donc c'est la première grande phase d'agrandissement des thermes. Ils ont encore trouvé plein de vestiges, plein de ruines, notamment une piscine, mais on n'a pas de plan de tout ça. Et c'est à cette occasion qu'ils ont trouvé donc des éléments de frise marine, qui sont donc le même corpus que ce qu'on a trouvé en 2006. Cet ensemble-là, il est un peu énigmatique pour l'instant. On ne sait pas encore trop à quoi le rattacher. Ces décors-là de frise marine sont bien connus dans le monde romain. C'est un décor dionysiaque, en fait, c'est le thias marin qui est vraiment le cortège de Dionysos avec des monstres marins, des tritons, voilà, il y a des chevaux marins, tout ça. Mais souvent, on les trouve sur des monuments funéraires, ce décor-là. Vous avez un récent exemple, une découverte récente à Néry-les-Bains de motifs tout à fait similaires, donc en contexte de mausolée, donc de monuments funéraires construits. Mais on en connaît aussi en contexte public, comme à Genainville, le temple, effectivement, il y a une partie qui est ornée de ce type de décor. Donc voilà, on ne sait pas encore si c'est une partie, enfin, c'est lié à l'ensemble thermal, très, très vraisemblablement. Il n'est pas impossible que ce soit lié à un mausolée, mais vu l'emplacement, il y a quand même vraiment des chances pour que ce soit lié au therme. Alors est-ce que c'était une fontaine? Est-ce que c'était une partie de piscine qui était ornée avec ces décors-là? Pour l'instant, on ne sait pas encore, mais en tout cas, on est toujours aussi dans la seconde moitié du second siècle globalement. Et vous avez les petits chapiteaux qui permettent de soutenir la frise. Vous avez l'emplacement des chapiteaux. En fait, ils venaient s'installer ici. Ou sous ce grand bloc-là, vous aviez le chapiteau. Il faut imaginer le chapiteau ici. Donc ça aussi, on va le remonter.
Et c'est un petit bâtiment plutôt octogonal, a priori. Tous ces blocs d'architecture nous posent la question de l'économie du chantier, c'est-à-dire d'où provient la matière première, comment s'est fait le chantier? Est-ce qu'ils ont pris la matière première sur place? Est-ce qu'ils ont apporté des choses? On sait que parfois on apporte du marbre de très loin. Pour le coup, là, la roche a l'air d'être extrêmement locale. Nos recherches, donc les carottes dont je vous parlais tout à l'heure, et les comparaisons avec les affleurements rocheux, nous mènent vraiment droit au Capucin, qui est le mont qui surplombe le Mont d'Or. On a prospecté sur place, on a aussi utilisé les images LIDAR. Donc ce que vous avez à droite, c'est une sorte de laser aéroporté qui permet d'avoir la topographie de manière très précise et en enlevant les arbres, ce qui est pratique quand on veut analyser la surface du sol. Donc globalement, on a un secteur qui est effectivement avec un petit replat, et c'est à cet endroit-là qu'on a trouvé des traces de taille en assez grande quantité. La roche vient de ce secteur-là. Il est probable que la carrière romaine soit à cet endroit. En revanche, est-ce que les fronts de taille qu'on a vus sont romains? Ça, c'est plus délicat, parce que les outils des tailleurs de pierre n'ont pas évolué de l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle. Donc, quand on sait que cette roche-là a pu être exploitée à l'époque moderne, il est difficile de cerner quels sont les fronts de taille antiques. Donc on a fait une étude documentaire pour éliminer, entre guillemets, ce qui est attesté comme carrière moderne. Donc Patrice Fournet a fait une plongée dans les archives, et on se rend compte qu'il y a énormément d'exploitations modernes, donc il n'est pas facile d'éliminer la couche, entre guillemets, moderne. Donc voilà, pour l'instant, l'identification de la carrière est un peu en attente d'autres éléments. C'est pas très évident, mais quoi qu'il arrive, la roche, c'est bien celle du Capucin. Peut-être on n'aura pas le front de taille antique, bien qu'on le cherche encore, hein. Mais en tout cas, a priori, la matière première vient bien de là. Il est probable que, comme c'est un grand chantier public, cet ensemble monumental, ça peut guère être autre chose, il est probable qu'ils aient ouvert une carrière à l'occasion de la construction, vraiment spécifiquement pour ça. Et on se rend compte que la statuaire est une autre roche, c'est de la roche volcanique aussi, mais qui est plus bulleuse, qui a plus de petits points blancs dedans, un peu plus d'inclusion. Et celle-ci, pour le coup, on n'a pas sa localisation, on n'a pas sa provenance exacte. Et il n'est pas impossible que les sculpteurs aient travaillé de manière un peu différente et peut-être pas dans le cadre du même grand chantier public. Voilà, ça c'est les questions d'organisation de chantier qu'on ne maîtrise pas encore très bien, mais ça c'est aussi en cours d'étude, notamment à partir des comparaisons et du corpus de statuaires plus largement dans le territoire arverne. On essaie de voir quelles sont les productions dans cette roche-là, pour voir s'il y avait un atelier sur place, sans doute, vu pour l'instant on est vraiment sur cette piste-là. Et donc pour retrouver les gestes et les savoir-faire, on fait appel à l'archéologie expérimentale. Donc c'est Yves Cognier qui travaille sur ce volet-là, en tant que sculpteur et en plus meilleur ouvrier de France. Il va râler si je dis ça, mais c'est quand même vrai. Il s'est attaché donc à prendre un bloc de roche similaire à celle de nos Lyonne-Fontaine. Et donc depuis plusieurs années maintenant, dès qu'il a un petit moment, il fait des phases de taille expérimentale en public pour montrer le geste du sculpteur avec les outils de l'Antiquité et montrer toutes les étapes de fabrication d'une lionne fontaine. Notre objectif, c'est de voir combien de temps il faut pour façonner une lionne comme ça, puisqu'on, je vous ai montré tout à l'heure, on a un petit corpus qui commence à être un peu conséquent. Et puis ce qui nous passionne beaucoup aussi, c'est les aspects techniques et pratiques de percement du conduit. Parce que vous voyez, la lionne, le conduit, en fait, il passe à l'intérieur là et là, jusqu'à un refouillement circulaire en dessous, là, pour la mise en pression de l'eau. Du coup, on se demande bien comment nos Romains ont réussi à percer un trou circulaire gros comme ça dans l'encolure de cette bête, qui n'est pas énorme, sans les casser. Donc voilà, c'est aussi le défi technique de voir comment ils ont fait, quelles sont les étapes, combien de temps il faut, est-ce que c'est facile, difficile de faire ce genre de choses, pour essayer de quantifier un peu le travail. La réflexion, c'est vraiment autour de l'atelier des sculpteurs. Et pour terminer, on va revenir un petit peu sur le site dans sa globalité, parce que là on est dans les gestes du tailleur de pierre et du sculpteur, mais une fois que le site est construit, comment vit-il ? Y avait-il une agglomération autour de cet ensemble thermal ?
Là, c'est un peu difficile parce qu'on a très très peu de vestiges et de mentions de découvertes en dehors du centre thermal. Il y a quelques petites choses quand même, notamment quand ils ont construit une terrasse vers le casino. Là, on a quelques éléments de maçonnerie qui sont mentionnés dans les archives, mais c'est vrai que c'est très très lacunaire. Il y avait forcément une petite agglomération avec, parce que le site du Mont d'Or est éloigné de Clermont-Ferrand, est éloigné d'autres agglomérations, on n'en connaît pas tout près. Donc forcément, si on allait là-bas prendre les eaux, il fallait dormir quelque part, il fallait manger quelque part, c'est vital. Donc on n'a pas encore trouvé l'auberge, mais il devait y avoir des auberges. Mais il devait peut-être pas y en avoir beaucoup. Après, l'accès au Mont d'Or est important aussi. Donc le programme que mènent Élise Fauvet puis Marion Dacot, ça c'est important pour nous pour comprendre est-ce que la route circulait beaucoup, est-ce qu'ils ont fait des grands travaux d'aménagement pour ce site-là, pour qu'il soit accessible. Parce qu'en fait, c'est ce qui s'est fait à l'époque moderne. Pour construire les thermes au XIXe siècle, ils ont refait intégralement les routes, alors quasiment les routes romaines d'ailleurs, mais un peu à côté. Mais ils ont fait des vrais travaux d'aménagement pour donner accès à ce site. Et alors bon, il ne faut pas calquer exactement ce qu'on a fait à l'époque moderne sur ce qui a pu se faire pendant l'Antiquité, mais bon, il y a une logique pratique en fait d'accès qui est quand même à comprendre. Et après, sur place, voilà, est-ce qu'on venait toute l'année? Est-ce qu'on y venait de manière saisonnière? Ça, la question reste vraiment entière. Mais on sait dans les sources, donc les textes d'époque romaine, on sait que les cures étaient déjà assez normées. On allait faire des cures de quelques semaines. C'était déjà un petit peu dans la pratique. Donc il n'est pas impossible qu'on soit allé en cure au Mont d'Or, finalement un peu comme au XIXe siècle. Même si on ne veut pas calquer ce qui s'est fait au XIXe sur l'Antique, là il y a quand même quelque chose qui a l'air de se ressembler un petit peu, et puis le site s'y prête. De plus, on sait que comme la religion est très très liée au terme, il y a plein de sites où on va en pèlerinage. Vous avez le temple de Mercure qui est au-dessus de Clermont-Ferrand. On allait en pèlerinage au temple de Mercure, c'est fait pour. Il est probable qu'on aille aussi en pèlerinage au Mont d'Or pour autre chose. Mais il est très probable qu'on aille aussi en pèlerinage au Mont d'Or. C'est dans les manières de faire, c'est dans les habitudes de partir en pèlerinage, soit pour faire des offrandes spécifiques, soit pour effectivement une guérison, une étape, une période de vie, ou je ne sais pas. Mais voilà, la question du pèlerinage curatif paraît quand même la plus probable. En tout cas, c'est là qu'on arrive pour l'instant dans nos réflexions. Et c'est aussi une réflexion qu'on a menée collectivement avec les deux autres équipes qui travaillent sur Roya Chamalières et sur Vichy QC. Les sites sont quand même un peu différents parce que dans le cadre des deux autres sites, vous avez une vraie agglomération avec. Nous, on n'a pas vraiment une agglomération avec. On a l'impression qu'on va là-bas que pour les thermes. Alors peut-être que c'est parce qu'on n'a pas encore trouvé l'agglomération, hein, mais vu la sensibilité qu'avaient les savants du 19e siècle et du début 20e à l'archéologie, je pense qu'ils auraient eu l'œil quand même quand ils ont construit tous ces grands hôtels. S'ils avaient vraiment vu des choses, ils les auraient notées. Et on a rien. Alors après, pour les constructions plus tardives, effectivement, là, la sensibilité à l'Antiquité s'est un peu perdue. Et bon, les constructions plus récentes, on voit que effectivement l'Antiquité n'est plus du tout le cœur de l'émotion des curistes. Mais bon, voilà, il est possible qu'on ait perdu des choses pendant ces constructions, je ne sais pas. Mais pour l'instant, on suppose qu'il y avait une agglomération. En plus, on a des meules qui ont été retrouvées de ci de là, qui sont présentées dans les thermes. Donc il y a quand même des éléments du quotidien qui se retrouvent et qui sont là, évidemment. Donc voilà, un petit peu ce qu'on peut dire pour remettre en contexte. Et je vous encourage vivement à aller visiter les thermes du Mont d'Or parce que c'est magnifique. Et voilà, les thermes 19e sont pleins d'antiquités partout. Alors c'est une relecture du 19e siècle. Mais voilà, ça donne quand même une idée qui est sans doute pas tout à fait juste, mais l'ambiance est vraiment magnifique.
Alors si vous pouvez aller en cure là-bas, c'est encore mieux, mais au moins aller visiter. Et puis il y a les blocs qui sont visibles, il y a des visites guidées régulièrement. Et puis dans les jardins du Mont d'Or, il y a des blocs partout aussi. C'est amusant d'essayer de refaire le puzzle maintenant que vous avez vu un peu ça. Vous allez chercher la corniche, vous allez chercher le tronçon de colonne, et puis vous allez vous dire « Ah oui, c'est vrai, et ça va là ». Voilà, donc je vous encourage vivement à aller faire le puzzle dans votre tête au cours de balades au Mont d'Or. Et je vous remercie beaucoup de votre attention, et je suis à votre disposition pour des questions. Y a-t-il des liens entre le temple du Mont d'Or et le temple de Mercure au sommet du Puy-de-Dôme? Alors, y a-t-il des liens alors des liens physiques, non. Des liens concrets dans la pratique, pas exactement, parce que le temple de Mercure, c'est vraiment un lieu de pèlerinage spécifique, ou vraiment religieux, quoi. Au Mont d'Or, on est quand même dans le curatif, on y va pour soi aussi. Mais en fait, le religieux et le curatif sont complètement liés, donc après, il va nous manquer quelques éléments. S'il y avait quelques ex-voto ou des choses comme ça pour nous guider un peu plus, peut-être qu'on y verrait plus clair, mais en tout cas, il y a un lien chronologique dans la construction, parce que il est très probable que la construction du Mont d'Or intervienne juste après la construction du temple de Mercure. Et il est très probable que le savoir-faire acquis sur le temple de Mercure, qui est en fait la première fois où vraiment la roche volcanique est travaillée de manière très détaillée, avec des bas-reliefs, avec des chapiteaux, avec voilà, une architecture très savante, c'est quand même la première fois qu'on se forme dans la région pour travailler cette matière-là. Et au Mont d'Or, il est probable que le savoir-faire, il vienne du temple de Mercure, en fait. Les artisans, ils se sont formés quelque part sur un grand chantier public, et puis là, ils viennent en faire un autre. Donc, je pense qu'il y a un lien dans l'apprentissage du savoir-faire dans la région. Parce que les questions de chronologie, on est vraiment dans la suite, quoi. Donc, mais ça, on est en train de l'affiner aussi, hein. Les questions de chronologie, c'est pas, là je vous donne des grandes idées globales. Effectivement, on va faire une monographie, une publication où tout sera détaillé, écrit, argumenté, et voilà, vous pourrez vous y référer. Et puis d'ici là, on aura encore avancé un petit peu dans les réflexions. Donc voilà, je pense que les liens, ils sont assez clairs, je pense, en termes d'économie de chantier, de formation du savoir-faire, de l'utilisation de cette roche pour la construction, pour l'architecture. Et les liens, ils sont je pense, dans le côté pèlerinage, le côté religieux, même si le site est quand même un peu différent. Voilà. Quelles sont les propriétés des eaux du Mont d'Or? Alors, à cette époque, exactement, je sais pas, mais aujourd'hui, on soigne plein de choses. Mais alors, c'est vrai qu'on n'utilise sans doute pas les eaux de la même manière que pendant l'Antiquité, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'inhalation de gaz et choses comme ça qu'ils ne devaient pas pouvoir faire. En tout cas, les eaux, elles ont des propriétés pour les questions pulmonaires, elles ont des propriétés pour les défenses immunitaires. Ça, je pense que quand même, ils devaient s'en servir. Après, elles sont un peu antiseptiques, voilà, je sais pas exactement qu'est-ce qu'ils utilisaient dans tout ça. Ce que je sais, c'est qu'en général, dans les termes curatifs, on utilisait certes les propriétés des eaux, mais on utilisait aussi d'autres médicaments, des pommades, des tas de choses. Et d'ailleurs, ça devait être plutôt insalubre, parce que d'après les textes, les gens allaient se baigner enduits de pommades de toutes sortes, avec des huiles toutes plus ou moins dégoûtantes, et donc ils allaient baigner là-dedans. Donc c'est pas, voilà. On imagine tout ça très très propre, parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui. À l'époque, je pense que c'était pas tout à fait pareil. En tout cas, voilà, pour les rhumatismes, ça devait être bon aussi. Après, il y a aussi, je ne sais pas dans quelle mesure ils utilisaient les gaz, parce qu'ils devaient pouvoir les utiliser, parce que naturellement, les gaz sortent. Par exemple, dans les bains de César, on a des descriptions du 19e siècle, hein. Donc là, les bains de César, c'est le captage de source à l'antique, celui qui est le plus haut. Et avant qu'ils construisent les grands thermes, il y a des gens qui se baignaient dans le captage de sources antiques. Et alors on a des anecdotes comme quoi il fallait pas rester trop longtemps, parce que sinon c'était un peu toxique, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des émanations de gaz sans doute un peu lourds, et quand on est assis dans le captage, rapidement il devait falloir sortir quand même.
En tout cas, c'est ce qui est rapporté par les descriptions du 19e siècle. Alors, les Romains utilisaient peut-être les gaz à ce niveau-là, à faible dose, parce qu'ils ont dû aussi se rendre compte que c'était un peu dangereux. Donc ça c'est un phénomène qu'ils ont pu voir. Après, il y a des phénomènes un peu cycliques ou mystérieux un petit peu, qui sont rapportés, c'est-à-dire qu'on nous dit qu'à certaines périodes, quand il y a un orage ou quoi, les sources... Enfin, il y a des picotements, on n'est pas bien du tout quand on est dans l'eau après un orage. Donc ça, c'est pareil, des descriptions du 19e siècle, et c'est des phénomènes cycliques liés à l'eau qui change un petit peu en fait. Les propriétés doivent changer. Donc ça, les Romains devaient s'en rendre compte aussi, parce que c'est vraiment lié à un phénomène naturel. Donc, alors est-ce que ça aussi, ça devait engendrer des rituels? C'est probable. Tous ces phénomènes un peu mystérieux qu'on ne comprend pas très bien, en général, s'accompagnent de tout un tas de rituels. Est-ce que ça s'accompagnait de grisons? Je ne sais pas, mais voilà, ça a pu peut-être participer. En tout cas, voilà, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils utilisaient parce qu'on n'a pas de texte là-dessus, mais ils devaient utiliser au moins les eaux pour leurs propriétés, bon, pour les rhumatismes, pour tout ce qui est antiseptique, tout ce qui est défense naturelle, et les gaz peut-être en partie, mais je ne sais pas. Les blocs architecturaux antiques du Mont d'Or sont-ils protégés et exposés dans la commune? Alors, les blocs sont-ils exposés dans la commune? Oui. Alors, ils ne sont pas tous visibles, certains sont dans les services techniques, mais globalement, vous en avez beaucoup dans les jardins. Alors, il y a une réflexion en cours de réorganisation justement de la présentation de ces blocs, parce qu'effectivement, notre étude va permettre une mise en valeur, notamment numérique, avec sans doute des visites virtuelles, ou peut-être pas virtuelles d'ailleurs. En tout cas, nous, on travaille à produire de la matière pour que le grand public puisse mieux comprendre les blocs qui sont disséminés de ci, de là. Donc peut-être ils seront moins disséminés. C'est des réflexions qui appartiennent à la mairie, hein, qui va réapproprier ce patrimoine en le comprenant mieux, parce qu'effectivement, il n'y avait pas eu d'études depuis 1926, donc voilà. Donc voilà, ça c'est pour ceux qui sont dehors. Ceux qui sont dans les thermes sont protégés, ils sont dans le bâtiment. Ils sont accessibles et visitables dans le cadre des visites programmées par l'établissement thermal. Après, en termes de protection juridique, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de protection juridique. Mais voilà, ça pourrait se faire. Parce qu'effectivement, ils sont un petit peu à la merci des dégradations diverses et variées à chaque fois qu'ils sont déplacés. Alors nous, on a montré comment déplacer des blocs très doucement, très finement, pour ne pas les abîmer. Mais c'est vrai qu'il y a quelques temps, la prise de conscience n'était pas encore vraiment là. Ces blocs font partie du paysage depuis tous les jours. Ils servaient de chasse-roue, ils servaient pour boucher un chemin, pour tenir un panneau, par habitude en fait, et par méconnaissance surtout. Et donc voilà, je pense que les choses sont en train de changer. Parce que c'est comme tous les patrimoines, hein, si on ne l'explique pas, on ne le comprend pas, donc on ne peut pas le protéger. C'est la base, c'est logique. Donc voilà, on est en train d'expliquer ce patrimoine. Alors il nous faut un peu de temps pour arriver à remonter le puzzle et tout ça pour que ce soit plus compréhensible, mais donc je pense que la protection, elle va venir d'elle-même avec une vraie prise de conscience de l'intérêt de ce patrimoine, parce que c'est... en dehors du temple de Mercure, c'est le deuxième corpus lapidaire d'architecture comme ça du territoire arverne, avec une telle quantité. Voilà, on est à 140 blocs et même un peu plus là, parce qu'on n'arrête pas d'en retrouver dans la Dordogne, donc je ne sais pas combien on va s'arrêter, mais voilà, c'est un corpus qui est quand même conséquent et qui est vraiment important pour le territoire arverne. On n'en a pas d'autres, sinon c'est le temple de Mercure que tout le monde connaît. Donc voilà, pour les restitutions architecturales, pour redonner de l'élévation un peu aux ruines, ce corpus-là, il est vraiment important. Et c'est pour ça qu'on a monté une petite équipe solide. Et qu'on va publier tout ça de manière très scientifique, et puis on va essayer aussi de faire quelque chose de très accessible. Cette petite mise en valeur pour le grand public, elle pourra servir sans doute aussi à Clermont-Ferrand, puisqu'il y a une partie des éléments, au moins la statuaire, qui est conservée au musée Bargouin. Donc voilà, le travail qu'on fait sur le Mont d'Or, il sera sans doute visible, compréhensible sur place au Mont d'Or, dans différents lieux. Soit au terme, soit ailleurs, et aussi sans doute au musée Bargouin pour là aussi faire comprendre et remettre en contexte les pièces qui sont exposées actuellement au musée à Clermont-Ferrand.
Est-ce qu'on retrouve encore des éléments lapidaires? Eh bien oui, on en retrouve encore. On en a retrouvé l'année dernière, on en a retrouvé il y a encore quelques semaines. Donc il se trouve que la Dordogne est en partie en rocher, les berges de la Dordogne sont en rocher avec des gros cailloux, et certains de ces gros cailloux sont en fait des blocs romains. Qui proviennent sans doute de la démolition d'un des bâtiments thermaux. Alors sans doute le bâtiment des vapeurs dont je vous parlais tout à l'heure, mais on n'a pas fini d'en trouver, je pense, parce que les enrochements sont un peu épais. Donc on va voir avec la mairie comment les sortir, les stocker, parce que bon, les sortir, les étudier, ça on sait faire, mais après il faut qu'on voit comment on les conserve. Mais là on en a une petite quinzaine là déjà. Donc et encore on n'a pas sorti des blocs, donc il est possible que derrière il y en ait d'autres dans l'épaisseur de l'enrochement. Donc peut-être qu'on n'a pas fini d'en trouver, oui. Donc en fait les blocs on les a vus en remontant la Dordogne, en fait en marchant. On nous avait signalé quand même qu'il devait y avoir encore d'autres blocs. Et bon, vu du haut comme ça on ne voyait pas, donc on s'est dit il faut quand même qu'on aille voir plus près. Donc en fait c'est les collègues là, Bertrand et Claire, qui ont remonté la Dordogne, et en regardant à chaque fois qu'il y avait des gros cailloux, en regardant bien à quoi ça ressemblait, et c'est comme ça qu'ils ont trouvé toutes les corniches. Donc on va pas pouvoir les étudier sur place dans la Dordogne parce qu'elles sont complètement enfouies, soit par d'autres blocs, soit par de la terre, soit par plein de végétation, tout ça. Et puis comme les autres blocs, on les a tous documentés, on a documenté chacune des faces. Pour que le corpus soit cohérent, il faut que ceux-là subissent le même traitement. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on les sorte de l'enrochement, qu'on les dépose ailleurs, qu'on puisse tourner autour, les photographier, faire nos photogrammétries sur toutes les faces, les manipuler et ensuite les amener à un endroit où ils seront conservés. Donc effectivement, il y a une petite phase de logistique là qui est quand même pas tout à fait anodine. Et travailler dans la rivière, ça veut dire faire attention à la période à laquelle on travaille dans l'eau, parce que il y a des périodes où il vaut mieux éviter d'aller travailler dans l'eau pour le bien-être des poissons. Et puis il y a des périodes où il y a un peu trop d'eau aussi, donc on va éviter. Donc voilà, on va essayer de faire ça en fin d'été si on peut, au moins en partie, voire totalement. On va faire au mieux. Que sait-on du site au Moyen-Âge? Ah, la période médiévale, c'est une bonne question. Alors, on a des textes, on n'a pas de vestiges archéologiques vraiment étudiés, parce que même l'église médiévale, elle a été détruite, et l'église actuelle est 19e. En revanche, les textes nous disent que à l'époque carolingienne, il y avait déjà un lieu de vie qui s'appelait Monte Aurea. Au XIVe siècle, ça s'appelait Belnéis, et il y avait déjà des bains. Et si on avance un peu dans le XIVe, il y a aussi un toponyme qui tourne autour du Panthéon. Donc les vestiges romains étaient bien identifiables. En tout cas, il y avait des ruines qui faisaient vraiment penser au Panthéon romain. Et puis les bains, du coup, devaient être au moins visibles, alors peut-être partiellement utilisés. En sachant qu'à l'époque médiévale, l'habitude du thermalisme est un peu différente, elle est de moins grande ampleur, mais ça continue quand même. Il y a des travaux de recherche sur le thermalisme en Italie, justement, dans les contextes de terme antique qui perdurent. Malheureusement, au Mont d'Or, les niveaux éventuellement médiévaux qui auraient pu être conservés dans les ruines romaines n'ont pas été étudiés. En 1817, on ne connaissait pas trop tout ça. Donc ça fait partie des éléments qu'on a perdus, mais les sources nous disent quand même qu'il y avait encore de l'occupation, il y avait des habitants en tout cas. C'est au moins un village, un peu au milieu des ruines romaines sans doute. Ça devait être assez romantique, mais voilà, j'ai pas beaucoup plus d'éléments. Mais bon, ce serait à creuser parce que les sites qui perdurent sont toujours intéressants, puis les réoccupations dans les ruines... c'est toujours intéressant aussi, et la pratique du thermalisme, de voir comment elle évolue, comment elle perdure jusqu'à l'époque moderne. On sait qu'à l'époque moderne, il y avait encore avant la construction des grands thermes 19e, on sait qu'il y avait encore des bains qui étaient utilisés, mais qui étaient dits très sales, très insalubres.
vraiment ruiniforme, hein, d'après les descriptions, c'est un peu le bout du monde et ça donne pas envie, hein. Mais bon, justement, c'était aussi l'objet de ces rapports, c'était de montrer que ça donne vraiment pas envie pour qu'on puisse mettre un bon paquet d'argent pour faire de beaux thermes tout neufs. Donc voilà, il y a peut-être un peu de misérabilisme au milieu, mais en tout cas, les piscines, il y avait quand même des piscines ou au moins de grandes baignoires qui accueillaient 3-4 personnes, 4-5 personnes à la fois, c'est des petites structures. Il n'y avait pas de grandes piscines d'après les descriptions, juste avant le grand boom du 19e. Hein. Après, ce qui se passait au XIVe siècle, malheureusement, je ne sais pas. Une fouille archéologique au Mont d'Or est-elle possible? Alors, une fouille archéologique, est-elle possible? Oui, parce que il reste sans doute des petites choses entre les grands hôtels 19e, 20e. Après, les jardins sont petits, il n'y a pas beaucoup d'espace, et les grandes places publiques, la grande place qui par exemple est devant les thermes actuellement, qui donne très envie d'aller fouiller, quand on voit le plan, on se dit bon sang, il faut absolument aller fouiller là, le temple est là-dessous. Oui, sauf qu'il y a un parking souterrain, donc le temple n'est plus. Donc voilà, ces grands espaces-là, malheureusement, a déjà été détruit. Donc bon, pour l'instant en tout cas, on n'a pas prévu nous d'aller faire des fouilles. On a prévu de réétudier les choses qui ont été documentées au 19e siècle et de réétudier tout ce qui est à notre disposition. Ce sera déjà une première étape, très bien. Nous, on n'a pas prévu d'aller fouiller. Après, peut-être que si des travaux se font, il y aura peut-être de l'archéologie préventive, peut-être qu'il faut le voir dans ce sens-là, parce que ça peut être une occasion d'aller documenter des secteurs qui seraient parfois insoupçonnés. Voilà, c'est une fois l'occasion qui fait le larron, hein, mais en tout cas, nous, on n'a pas prévu d'aller fouiller pour l'instant. On va déjà s'en tenir à ce qu'on a à disposition, qui est déjà conséquent. La difficulté, c'est de trouver l'espace qui serait porteur, c'est de trouver une zone qui serait disponible pour des recherches archéologiques. La difficulté est plutôt là. De l'espace disponible, il n'y en a pas tant que ça au Mont d'Or. Le bourg est très dense, en fait. Hein. Et en plus, si on rajoute la contrainte que cette zone disponible soit potentiellement pas trop bouleversée par les constructions modernes pour espérer avoir des vestiges romains dessous, là ça devient plus compliqué. Mais il y a le secteur des grandes terrasses, des grandes esplanades modernes qui sont en fait les jardins actuellement. Il est possible que là des choses soient conservées, mais on est déjà un tout petit peu éloigné du complexe thermal. Mais bon, il peut y avoir de l'habitat, il peut y avoir d'autres choses, il peut y avoir une nécropole en bord de Dordogne, vraiment tout est possible. Mais en sachant que dans ce secteur-là, il y a un très épais remblai d'époque moderne quand ils ont construit la première esplanade. Ils ont apporté vraiment beaucoup de remblais là. Donc si des vestiges il y a, ils sont profonds. Voilà. Bon, merci beaucoup à tous de votre attention, des questions, et je vous souhaite de bonnes visites des thermes du Mont d'Or, parce que je suis sûre que vous allez y aller. Voilà, je vous remercie, au revoir.